chers téléspectateurs, bienvenue sur Global Africa dans votre émission Tumulte. Aujourd'hui, nous recevons deux auteurs. D'abord, Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Congo B, d'abord au Mali, au Congo-Brazza, puis au Sénégal. Il est auteur de Le Grand Livre d'Afrique, qui vient d'être réédité. Ensuite, aussi, Hervé, qui est auteur de L'Afrique, une promesse, comment l'Afrique s'éveillera. Comment l'Afrique s'éveillera, c'est bien ça. Et on parlera également de transition, de développement économique de l'Afrique. Donc, Hervé, ces livres-là nous servent de prétexte, bien sûr, pour aborder l'actualité brûlante, tant dans les pays du Sahel que dans l'Afrique centrale, en passant un peu partout vraiment. Et nous évoquerons des questions sécuritaires aussi, notamment avec Nicolas Normand. En n'oublions pas que hier, un homme politique est mort ici en France, nous allons l'évoquer, et surtout aussi la question de l'ingratitude des chefs d'État africains, dit par Macron. Bonjour, rebonjour, et nous voilà tout de suite. Comment avez-vous perçu de votre fenêtre la place de la République hier? Écoutez, l'intervention du président Macron, il a dit un certain nombre de choses. La place de la République hier, il y a eu la célébration du décès de Jean-Marie Le Pen. Oui, non, c'est pas bien de danser sur un cadavre. Ça a été dit, j'approuve cette formule. Cela étant, Monsieur Le Pen a laissé un souvenir nauséabond quand même de racisme, une espèce de clown triste faisant des mauvaises blagues sur des sujets scabreux et fondamentalement anti-étranger, raciste, d'extrême droite. Donc il laissera un mauvais souvenir dans l'histoire, c'est clair. Hervé Maïka, est-ce que la symbolique de célébrer, de mettre un apéro géant à République à la mort de Jean-Marie Le Pen n'est pas comme pour dire à ses héritiers, attention, ça pourrait être pire le jour de vos morts? Je ferai le même constat que M. Nicolas Normand tout à l'heure. Ce n'est pas très élégant, ce n'est pas courtois dans une société de célébrer le décès des gens, peu importe le souvenir que la personne décédée nous a laissé. Moi, j'ai grandi avec Jean-Marie Le Pen à la télévision et il a beaucoup façonné ce que nous sommes devenus dans notre manière de penser, même si c'est en s'opposant complètement à ce qu'il disait. C'est très frustrant ce qu'il a fait, mais le respect dû aux morts, je crois que ça n'empêche pas la critique ensuite de ce qu'il a été. Mais au moment de son départ, un peu de dignité, quoi. Et nous reprendrons nos débats par la suite. Mais il est resté très souriant quand même, malgré, même lorsqu'il était le plus acerbe sur des sujets comme la Shoah ou l'inégalité entre les races. Oui, je le disais, c'est une sorte de clown triste. C'est-à-dire qu'il faisait des plaisanteries sur des sujets sérieux et graves, et des plaisanteries déplacées, de mauvais goût. C'était choquant, c'était pas sérieux surtout, c'était indigne d'un homme politique en fait. L'héritage de Jean-Marie Le Pen. L'héritage de Jean-Marie Le Pen aujourd'hui, c'est un racisme décomplexé. C'est aujourd'hui un antisémitisme décomplexé, même si on attribue de plus en plus l'antisémitisme à l'extrême gauche, ce que je ne crois pas, mais c'est quand même cette façon qu'il avait, après une trentaine d'années où la France a essayé de soigner ses démons après la Deuxième Guerre mondiale, lui, il est revenu mettre toutes ces questions au goût du jour et ça n'a fait qu'aller crescendo. Alors maintenant, nous allons parler de l'ingratitude des dirigeants africains qui ont oublié de dire merci à la France, notamment après que la France est militairement intervenue dans le Sahel. Vous étiez acteur en ce moment en Afrique, à défaut d'être au Mali, où vous avez également exercé, Nicolas Normand. Quelle lecture faites-vous entre l'arrivée de Hollande, qui était salué après la libération de Tombouctou, et ce qui se passe aujourd'hui? Alors, il n'y a pas eu d'ingratitude, il faut le rappeler, puisque effectivement, lorsque François Hollande est venu au Mali en 2013, il y a eu des remerciements officiels du président par intérim Diokounda Traoré à cette époque-là. Il y a eu aussi un accueil très chaleureux de la population malienne. Donc, il est absolument faux de parler d'ingratitude à cette époque. Et en plus, le président François Hollande a fait un parallèle justifié avec l'aide que les pays africains
et les soldats africains avaient apporté à la France pour la libérer du joug nazi, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, qui étaient des soldats de toute l'Afrique de l'Ouest, avaient apporté une aide très importante à l'armée française. Beaucoup d'entre eux sont morts pour défendre la France. Et donc, c'était un peu le juste retour des choses, comme François Hollande l'avait dit, qu'à son tour, l'armée française vienne défendre le Mali et qui était agressé à l'époque par des terroristes qui s'étaient emparés d'une partie du territoire dans le nord. Alors, Hervé Maïga, Macron tient ses propos justement après avoir reconnu quand même que Thiaroye, 80 ans après, était un crime, sans qu'on ne connaisse encore le nombre exact de tirailleurs tués à Thiaroye. Oui, effectivement, mais déjà, je voudrais revenir sur le fameux terme de l'ingratitude, et je pense que ce ne sont pas des termes qui sont diplomatiquement corrects. Ce ne pas des termes que l'on emploie. Un président ne devrait pas dire ça. Exactement, comme a dit François Hollande, et je crois que Emmanuel Macron se permet un peu d'aller un peu vite et fort, mais c'est sa nature, ce n'est pas que sur l'Afrique. C'est avant même qu'il ne soit président. Ah oui, mais il n'oserait pas le dire à Trump quand même, hein, parce que dans le même discours, on a vu comment quand même il a encensé Trump. Il n'oserait pas, je ne pense pas que quelque chose fera dire à Macron ce qu'il peut se permettre de dire à certains dirigeants. En fait, mais il le dit même aux Français. C'est le même Macron qui parlait des femmes analphabètes, c'est le même Macron qui parlait des premiers de cordée, c'est le même Macron. En fait, il instille. Qui disait qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Exactement, il instille assez frustrant et assez froissant, auquel les Français ont du mal à s'habituer, même 7 ans après. Ça, c'est la réalité, mais c'est le personnage qui est comme ça. Il est spécialement provocateur et désinvolte avec les pays africains. Vous avez raison, Sadio, il ne dit pas la même chose à Trump. Ouais. Il ne dira pas la même chose à Trump. Il ne dira pas la même chose à Trump, certainement. Oui, mais maintenant, quelle suite pourrait-on envisager après la sortie médiatique de beaucoup de dirigeants, en tout cas sénégalais et tchadiens, qui sont sortis pour contredire Macron, même si on sait qu'avec le Tchad, il a dû se passer quelque chose, et qu'au Sénégal, peut-être pas, on ne sait pas trop avec le nouveau pouvoir s'ils ont pu négocier le départ de l'armée française du Sénégal ou pas, mais en tout cas avec le Tchad, ça s'est passé. Mais il y a eu des mots de part et d'autre qui sont partis pour contredire, qui sont partis du continent pour contredire Macron. Est-ce que ça va encore dégénérer? Il y a eu effectivement un peu une querelle comment dire, pas d'insultes, mais de propos désobligeants de part et d'autre. Mais surtout, c'était assez choquant ce qu'a dit le président Macron, parce qu'il a fait une présentation erronée des faits. Les faits, c'est que quand même l'armée française a été poussée dehors, expulsée du Sahel central, des 3 pays du Sahel central, Mali, Burkina et Niger, et qu'au Tchad et au Sénégal, on a été également pris de vitesse, et ce n'était pas ce qui était prévu par la France. Ah non, voilà. Apparemment, M. Nicolas Normand, son Excellence, oublie que quand Choguel, en septembre 2021, dit la France nous a lâchés en plein vol, c'était pour répondre notamment à la ministre des Armées qui avait dit tant que Wagner est là, nous partons. Donc la France avait pris l'initiative de partir, pour le cas du Mali en tout cas. Non, pas exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après le 2e coup d'État à Bamako, en mai 2021, Macron a pris une décision incompréhensible pour moi, qui est de dire « nous suspendons la coopération militaire avec le Mali ». Ça voulait dire que les 1500 ou plus militaires français qui étaient au Mali n'avaient plus de mandat et étaient devenus de facto une armée d'occupation. Alors, Choguel Maïga, qui était Premier ministre, a réagi de façon modérée, puisqu'il a dit « nous sommes abandonnés en plein vol ». Mais c'est pire que ça, c'est l'armée française qui restait sur place au lieu de se retirer. La logique aurait été que, puisqu'on suspend la coopération, on se retire. Il ne fallait pas rester à ce moment-là. Et de ce fait, les Maliens, c'était pour eux quand même la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, nous ont fait savoir qu'il fallait, ils ne nous l'ont pas dit officiellement, ils ne nous ont pas expulsés officiellement, mais ils nous ont fait comprendre, ils ont fait comprendre aux autorités françaises qu'il fallait dégager rapidement. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et donc, on est parti sous la contrainte quand même. Clairement. Et de même, la MINUSMA ultérieurement, la force de casque bleu, et de même toutes les autres forces étrangères qui étaient au Mali. Alors, en fils de Nelson Mandela, qui a su tenir les équilibres entre l'oppresseur et l'opprimé, si nous schématisons l'ancien colonisateur et celui qui veut s'affranchir aujourd'hui, est-ce qu'il était besoin
d'en arriver à là, au lieu de se dire pas de vengeance, pas de... On peut diversifier les partenaires sans en arriver à ce niveau de bassesse, hein, vraiment de part et d'autre. La situation, il faut la constater, elle est là où elle est. Les langages deviennent tendus, durs, passionnés de part et d'autre. Donc il faut constater la situation plutôt que d'aller vers ce qu'on aurait voulu qu'il soit. La situation étant celle qu'elle est, moi je serais plutôt pour que la France aille un peu plus loin et finisse de régler les différends qui restent encore à régler, notamment la question du franc CFA. Il ne faudrait pas attendre que ce soit encore un pays qui dans un discours populiste, vienne très arrogamment discuter du franc CFA. Pourquoi Emmanuel Macron n'irait pas plus loin et annoncerait le retrait de la France dans les accords du franc CFA? Vous savez que le franc CFA existe parce que les États, entre eux, ont signé des accords de fonctionnement, puis ensemble avec la France. La France pourrait tout simplement se retirer de ces accords-là parce que c'est ça. Est-ce que ces accords existent depuis 2019 où le contrat avec le franc CFA, l'implication de la France n'a pas été re-signée? Oui, pour l'Afrique de l'Ouest, mais pour l'Afrique centrale, il existe toujours, et des liens existent encore entre l'État français et l'UEMOA, qui coordonne le franc CFA en Afrique. Nous sommes quasiment certains que ça sera le prochain round de cette dispute entre les anciennes colonies et la France. Je crois que la France serait intelligente de prendre les devants et d'annoncer qu'ils se retiraient de ces accords. Ce qui ne tue pas le franc CFA, ils peuvent fonctionner entre eux, mais tout ce qui les lie avec la France pourrait être arrêté. Pourquoi Emmanuel Macron est toujours à la traîne en attendant qu'il y ait quelque chose avant de réagir? Parce que là, j'ajouterais sur la question du franc CFA, aucun chef d'État ne va dire que nous avons demandé la sortie par souveraineté, personne n'en parle. Que ce soit les énervés du Sahel, que ce soit celui de N'Djamena, nulle part, personne n'en parle. Alors pourquoi attendre et toujours être à la remorque alors qu'on peut prendre des initiatives et terminer, liquider tous ces contentieux qui restent encore à liquider? Nicolas Normand, il y a bien une raison qui a fait que la France s'est engagée dans le Sahel, notamment pour ne pas que le terrorisme soit diffuse et qui monte au-delà de la Méditerranée, à partir de l'Afrique. La France, en se retirant, et les pays africains en se comportant en chasseurs, est-ce que la question fondamentale de stopper le djihadisme sera réglée? Alors, j'aurais aimé réagir aussi sur la France-Afrique, mais enfin bon, peut-être vous reviendrez là-dessus. Je suis d'accord d'ailleurs avec Hervé, mais je voulais un peu compléter. Mais sur la question sécuritaire, il y a eu un malentendu. D'abord, il y a eu une incompréhension de la part de la France de la profondeur de la crise sécuritaire au Sahel et des causes profondes de cette crise. Cette crise vient quand même pour une bonne partie du fait que la jeunesse montante, qui est très nombreuse, ne trouve pas d'insertion professionnelle, ne trouve pas d'emploi, ne trouve pas d'insertion dans la société, parce que l'État n'a pas créé un développement économique dans leur pays, parce que la formation, à la fois l'éducation et la formation professionnelle ont fait défaut, parce que les territoires ne sont pas contrôlés, parce que c'est une sorte de Far West qui s'est installé avec des groupes armés qui se sont formés, des ingérences du Moyen-Orient sur le plan religieux aussi, avec le salafisme révolutionnaire. Donc toutes ces raisons de fond, on ne peut pas lutter militairement contre des raisons de fond de ce genre. Il fallait les traiter. Voilà. Alors l'illusion qu'on pouvait régler le problème de l'insécurité juste par une action militaire extérieure venant de France était complètement absurde, complètement faux. Alors, on pouvait comprendre Serval, parce que Serval, c'était en janvier 2013. Il y avait Normand, oui, je termine juste. Je me souviens qu'au début de la Covid 2020, on n'entendait plus parler de djihadisme au Sénégal, au Mali, pardon. Tant dans le nord, ils avaient été, dans la zone de l'Iptako, ils avaient été quasi éradiqués et ils se retrouvaient maintenant à la frontière Mali, Burkina, Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a dû les chasser, ça avait fait un bruit parce qu'il y a un soldat qui avait fait fuiter la traque côté ivoirien de ces djihadistes-là qui étaient à la frontière, à Laré-Labé, je crois, côté burkinabé. Et que, après le départ de la France, non seulement ces zones ont été récupérées par les djihadistes, ça s'est étendu, il y a plus de territoires occupés maintenant que par le passé
Non, c'est pas votre lecture. Si, non, mais en fait, cette extension géographique, mais aussi quantitative de l'insécurité, du terrorisme, ça a commencé du temps de Barkhane déjà. Serval, ça se comprenait parce qu'il y avait une situation d'urgence. Il fallait rétablir l'intégrité territoriale du Mali, il fallait chasser les terroristes de Tombouctou, de Gao, de Ménaka, si possible de Kidal. Il y a eu un problème pour Kidal. Mais ensuite, en 2014, François Hollande a fait l'erreur de décider l'opération Barkhane, c'est-à-dire une présence prolongée de l'armée française pour lutter contre le djihadisme. Et ça n'a pas été efficace. Alors certes, il y a eu un certain nombre de chefs djihadistes qui ont été tués, les djihadistes n'étaient pas présents dans les villes, Bamako était protégé, l'armée malienne était protégée parce qu'on se substituait à l'armée malienne, ça permettait à l'armée malienne de se reconstituer, de se renforcer, de se rééquiper. Donc ça, c'était un élément positif. Il y a eu quelques éléments positifs, mais globalement, les djihadistes se sont développés. Pourquoi? Parce que quand on tue un djihadiste, souvent son frère, sa famille rejoignent le camp djihadiste, et donc il y a de plus en plus de djihadistes, et aussi parce qu'on ne traite pas les causes profondes. Donc, et la création des défenseurs locaux, les dozos. Alors il y a eu aussi des milices locales, oui, la milice Dogon d'Aba Sangou, dans la région du pays Dogon, autour de Bandiagara en particulier. Donc il y a des milices qui se sont formées, donc c'est une mauvaise chose de voir la population civile qui prend en charge aussi ces questions, parce que ça dégénère. Normalement, il aurait fallu évidemment que ce soit l'armée malienne, que ce soit l'armée du pays qui gère complètement ce pays. Le fait de se substituer à eux était une erreur parce que ça a humilié l'armée malienne, ça a humilié les populations, parce que la présence de l'ancienne armée coloniale de façon prolongée n'est pas acceptable vis-à-vis de la souveraineté du pays. Donc toutes ces erreurs, on ne les a pas comprises, on a continué à communiquer comme si on était chez nous aussi. Tout ceci, ça s'est traduit par un rejet croissant de Barkhane. Serval était bien reçu, comme on l'a dit tout à l'heure, en 2013, et Barkhane a été de moins en moins bien reçu parce que les résultats n'étaient pas là, parce que la situation était humiliante, et ça s'est mal terminé. Il y a eu en plus les coups d'État qui ont finalement fait éclater le problème et qui ont conduit à chasser Barkhane. Alors Hervé, si vous me permettez, je voudrais rebondir là-dessus. C'est surtout des coups d'État qui ont posé problème à Barkhane. Les pouvoirs qui étaient là avant ne s'en plaignaient pas tant que ça. Il ne faut pas oublier que toutes les études démontrent aujourd'hui que depuis le départ de Barkhane, il y a eu une augmentation de 278% des crimes qui sont commis dans cet endroit-là, et qu'en 2024, l'armée malienne ainsi que leurs supplétifs de Wagner ont commis plus d'assassinats sur les civils que les terroristes. Quelques chiffres ? Oui, mais ça c'est dû au problème particulier de Wagner. Wagner, ce sont des gens qui sont recrutés dans les prisons russes. Ce sont des criminels. Ce n'est pas des mercenaires ordinaires, ce sont vraiment des criminels. Et ces gens-là, en plus, ils ont conduit les FAMA au lieu d'être simplement en aide aux FAMA. Là aussi, ils se sont un peu substitués aux FAMA, aux forces armées maliennes, et ils ont commis des crimes contre les civils, et des crimes qui ont un caractère ethnique souvent, c'est-à-dire que les populations Peul étaient particulièrement, Dogon Peul était particulièrement visées, et d'une façon générale, ils voulaient terroriser un peu les populations qui avaient pactisé de gré ou de force avec les djihadistes. Exactement. Les djihadistes avaient imposé des accords locaux dans certains villages, dans certaines zones. Maintenant 200 localités du centre. Hein. Voilà. Et donc, où l'administration malienne ils n'ont pas fait le distinguo entre les djihadistes armés et la population qui subissait le djihadisme et qui a dû subir les crimes de Wagner. Et comme ça a été dit, les statistiques montrent qu'il y a plus de civils que de djihadistes qui sont tués aujourd'hui par Wagner et peut-être par les FAMA qui accompagnent Wagner. C'est ça. Un peu avant, Nicolas Normand faisait état de la faiblesse de l'État qui n'a pas su donner de l'emploi à la jeunesse locale. Mais vous, dans votre université, sur les réseaux sociaux, vous avez l'habitude d'entendre dire que c'est plutôt par le pillage de la France de l'Afrique que la jeunesse africaine, et particulièrement ceux du Sahel, sont désœuvrés. Parce que ces pays-là regorgent tellement de ressources que ne pas avoir le retour conséquent, c'est-à-dire il n'y a pas de rapport équilibré matière première et qualité de vie, on l'attribue au piège de la France.
Tout à fait, mais vous savez, ça fait partie de tous les fantasmes que l'on développe pour essayer de trouver des réponses à une difficulté qui est réelle, à une population, à une jeunesse qui n'arrive pas à trouver de l'emploi et qui n'arrive pas à s'en sortir. Mais c'est pour ça que moi, je conseillerais plutôt aux Africains de se concentrer sur leurs propres solutions endogènes plutôt que de penser qu'il y aurait un sorcier à l'extérieur qui aurait le pouvoir de les rendre pauvres et donc le pouvoir de les rendre riches. Mais c'est très difficile aujourd'hui dans cette hyper-communication de ceux qui se font appeler panafricanistes de faire entendre raison. Ces solutions faciles et ces accusations du monstre qui nous veut du mal deviennent la solution la plus facile. Mais comme a dit Nicolas Normand tout à l'heure, la question du djihadisme ne peut en aucun cas se régler seulement sur les questions militaires, parce que la plupart des gens, moi j'ai été expert au Mali, je sais très bien que la plupart des gens qui rejoignent les groupements djihadistes, souvent c'est parce qu'ils n'ont pas d'emploi, souvent c'est parce qu'ils ne peuvent plus cultiver à cause de la guerre. Et bien comme il faut bien s'occuper, ils vont là-bas, on leur donne une arme, on leur promet quelques richesses, un certain statut social, de pouvoir épouser une femme, etc. Donc il faut des solutions à la fois militaires, c'est inévitable parce que les djihadistes ne veulent pas entendre raison, mais il faut également des questions sociales qui pourraient permettre de remettre à l'emploi l'ensemble de cette population qui malheureusement est oui. Les groupes djihadistes sont pratiquement... Nous allons revenir dans la deuxième partie. Nicolas Lenormand pourra rebondir. Pour le moment, nous allons marquer une petite pause et l'occasion de dire aux téléspectateurs de s'abonner à notre compte YouTube qui est déjà à 60 000. Nous attendons 1 million dans quelques heures et plus encore. Il faut être ambitieux, 10 millions dans les jours à venir. Voilà, à très vite. Bienvenue dans l'univers de Noah Cosmetics. Nous vous proposons une gamme de produits à base d'ingrédients naturels, des produits mixtes adaptés pour la peau, les cheveux et le visage, et également pour toute la famille. Nous avons également une chaîne YouTube où nous recevons des professionnels et des passionnés du domaine du bien-être et de la bienveillance avec qui nous partageons leurs précieuses connaissances. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux. Chers téléspectateurs, bienvenue dans notre émission, toujours avec Hervé Maïka, expert en gouvernance et développement, acteur politique du Congo-Brazzaville, également auteur de l'Afrique, une promesse. Et sur le plateau, Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Mali, au Congo-Brazza et au Sénégal. Il est également auteur de Le Grand Livre de l'Afrique. Alors, Nicolas Normand, vous vouliez rebondir sur le fait que Hervé a dit que le tout militaire n'était pas la solution dans la lutte insécuritaire contre le djihadisme au Sahel. Oui, parce que nous avons une jeunesse, si vous voulez, qui est en situation un peu de désespoir, faute de débouchés, faute aussi d'avoir été bénéficiaire d'éducation et de formation. Et il se trouve que les groupes djihadistes ont de l'argent par différents trafics et sont les seuls finalement à recruter, à proposer un emploi. Donc les jeunes vont vers eux un peu par obligation et ensuite sont endoctrinés, encadrés et transformés. Et malheureusement, leur espérance de vie est raccourcie parce que ces groupes armés, ils sont entraînés dans une violence radicale et beaucoup en meurent. Alors nous allons enchaîner avec la question de savoir comment, dans cette situation, la France, qui voit ses anciens partenaires, ses partenaires africains, beaucoup de partenaires de l'Afrique francophone, diversifier leurs relations économiques avec d'autres pays et lâcher petit à petit la France, comment donc la France pourra s'en sortir ou retrouver son rayonnement d'autant, ou est-ce que vous pensez que là, c'est fini, l'Afrique change de paradigme et que la France devrait aussi aller voir comment faire avec d'autres, revoir en tout cas sa stratégie sur le continent? Bon, écoutez, il y a deux aspects. Il y a un aspect politique et de perception, et il y a un aspect purement économique. Alors, parlons d'abord peut-être de l'économie, c'est le plus simple. L'ensemble des pays francophones, ce n'est que 1% du commerce extérieur de la France. Même chiffre d'ailleurs pour l'Afrique anglophone, même chiffre pour l'Afrique du Nord. Donc c'est un partenaire assez marginal sur le plan économique
pour la France. Et il y a un peu plus d'investissements locaux que 1%, mais ce n'est pas fondamental. Et en plus, c'est assez stable, c'est-à-dire qu'en volume, les choses n'ont pas changé depuis une douzaine d'années. En revanche, la part, le marché a augmenté, donc la quantité globale a augmenté et la part relative de la France a diminué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les principaux partenaires des pays africains, c'est vrai de tous les pays africains pratiquement, c'est la Chine. 250 milliards de... Voilà, c'est la Chine, mais au niveau... 250 milliards. Voilà, oui, mais ce n'est pas des chiffres énormes. Pour la Chine, ce n'est pas très important non plus. C'est important pour les pays africains. Pour la Chine, l'Afrique n'est pas non plus un très grand partenaire. Il faut rappeler que l'ensemble du continent africain pèse 3% du PIB mondial et 3% du commerce mondial. Donc, ce n'est pas, comme on le pense quelquefois, une grande bataille. Le problème, c'est plutôt au contraire que l'Afrique doit chercher à attirer plus de partenaires, plus d'investissements étrangers. Il y a une perception, si vous voulez, qui est... Là, on est dans le domaine de la perception. Il y a une perception qui est que les investisseurs étrangers, les entreprises multinationales étrangères, pillent l'Afrique. L'Afrique a des ressources de matières premières, elle est peu industrialisée, donc elle exporte surtout des matières premières. Voilà. Mais en pratique, les investissements étrangers vers le continent africain sont également très peu nombreux, contrairement à ce qu'on pense. C'est-à-dire, au lieu de pillage, on a plutôt une zone qui est mise un peu à l'écart, qui est un peu marginalisée, puisque c'est 3% des investissements directs mondiaux qui vont vers le continent africain et 40% vont vers l'Asie, 20 à 30% vont vers l'Amérique latine. Donc beaucoup d'entreprises étrangères ne vont pas vers le continent africain parce qu'il y a des problèmes divers et variés qui sont des problèmes d'infrastructure, le coût d'électricité, des problèmes de formation des cadres locaux et aussi des problèmes d'insécurité juridique, fiscale, politique, etc. Les investissements ont besoin d'une vision à long terme de prospérité et de stabilité qui manque dans beaucoup de pays africains. Voilà. Alors l'intérêt, l'enjeu des pays africains, c'est d'attirer les investisseurs. D'accord, on va y pas revenir, de les repousser. Le temps que voilà. Hervé rebondisse, parce qu'il y a le temps qui tourne aussi. Hervé Maïka, ça c'est... Cette partie, je crois que vous allez vous sentir très bien là-dedans parce que c'est des questions récurrentes dans votre université populaire où le pillage de l'Afrique par la France est systématiquement pointé. Et vous arrivez à expliquer des choses que beaucoup ne veulent pas comprendre et ne vous prennent pas au sérieux d'abord quand vous leur dites que ce n'est pas comme si, plutôt comme ça. Mais c'est la question de perception dont a parlé M. Nicolas Normand, que je remercie, parce qu'il a quasiment dit tout ce que j'allais dire. C'est-à-dire que les investissements français en Afrique ne sont pas aussi importants que ça. La France n'est pas un partenaire privilégié dans quasiment aucun pays africain. La France est le 8e partenaire de la Côte d'Ivoire, que l'on prend pour étant le pays le plus lié à la France. Le premier étant le Burkina. Le premier étant le Burkina en investissement direct privé, oui. Et que pour le Sénégal, c'est le Mali également. C'est le Mali également. Et comme vous voyez, le cacao ivoirien est vendu, c'est vrai, dans l'Union européenne, mais on parle des Pays-Bas, on parle de la Belgique, mais aussi de la Suisse. Et un des grands exportateurs est également la Malaisie, qui fait les premiers travaux de concassage ou je ne sais pas quoi. La France n'est pas aussi importante que ça au Gabon. Voilà encore un autre pays à fantasme. La France arrive, je crois, avec 6% des exportations gabonaises vers la France. C'est vrai que la France reste le premier pays d'importation du Gabon, mais ne représente que dans ses importations 25%. Ce qui veut dire que 75% vont ailleurs. Le Congo-Brazzaville, c'est pareil. Le premier pays d'exportation, c'est la Chine, avec 65% d'exportation de son pétrole. Donc il y a énormément de fantasmes là-dessus. Le commerce extérieur de la France sur les pays qu'il a colonisés, c'est 0,6%. C'est moins d'1% dont on a parlé. Et si la France... Mais alors quand vous dites tout ça, ça me pousse à vous poser la question de savoir, alors, pourquoi ça frictionne alors entre ces pays du Sahel et la France qui est accusée de tous les maux? C'est toute la question de la perception, justement. Prenez le Burkina Faso, 80% des exportations du Burkina Faso, c'est quasiment de l'or qui est vendu par la Suisse. Personne n'en entend parler, qui est acheté par la Suisse. Tout le monde est d'accord pour dire que la France pillait l'or du Mali. Et pourtant, l'or du Mali est acheté par l'Afrique du Sud et la Suisse. Oui, il n'y a pas d'entreprise minière au Mali de la France. Voilà. Il n'y a pas d'entreprise française minière qui exploite l'or en Afrique, d'ailleurs. Voilà. Et ce sont des réalités difficiles à entendre aujourd'hui parce qu'il faut accuser quelqu'un. Et puis, il faut regarder les chiffres. Avec 1% du commerce extérieur, on ne peut pas piller un continent, si vous voulez. Oui, mais il était même question que la France et l'Algérie s'étaient mises ensemble pour siphonner le pétrole malien.
Oui, qui jusqu'à présent c'est des n'est pas fantasmes. exploité. Le pétrole du Niger et du Sénégal et de la Mauritanie, ils sont exploités par des compagnies américaines, australiennes, anglaises, chinoises aussi au Niger. La France est absente d'Afrique de l'Ouest sur le pétrole. Et pour le pétrole du Mali, il faut souligner que même le gouvernement actuel du Mali n'a jamais évoqué ce problème. C'est né sur les réseaux sociaux, ça tourne autour des réseaux sociaux, mais même le gouvernement d'Assimi Goïta n'a jamais prétendu qu'il y avait du pétrole. Alors, je crois que vous avez écouté le discours d'Assimi Goïta d'avant-hier où il a repris le même narratif, accusant toujours la France de... Il a parlé en patois, mon Bambara n'est pas encore aussi bon. Ouais. Oui. Alors, je n'ai pas suivi l'ensemble du discours de l'ancien... du président, vous voulez dire, Assimi Goïta Non, je n'ai pas suivi l'ensemble de son discours. Ouais. Mais les accusations contre la France, ça s'appelle le populisme un peu, si vous voulez. Ça va dans le sens des intuitions. Alors, il faut comprendre ces intuitions. La France est d'ancienne puissance coloniale. Les colonies étaient censées piller, exploiter les territoires sous domination française. On continue de penser que ça s'est prolongé. Alors, c'est vrai que la France a prêté le flanc à cette interprétation par une présence très visible, le franc CFA, les bases militaires, des espèces d'injonctions régulières, des leçons de conduite, des leçons de morale, etc. Donc on a eu l'impression d'une tutelle pesante sur les pays africains, impression à tort ou à raison, je pense en partie à raison, mais ça ne signifiait pas que c'était Paris qui décidait à la place des dirigeants africains, ça ne signifiait pas en réalité que les richesses locales, qui sont essentiellement des matières premières, étaient exploitées par des sociétés françaises, puisqu'en fait, elles ne sont pas exploitées par des sociétés françaises en général, très peu. Et donc, on a surinterprété en prolongeant un peu le traumatisme, finalement. Il y a eu le traumatisme de la colonisation, qui se comprend bien, mais on a cru que la France était toujours dans cette idée de l'empire qui ne veut pas mourir, et donc on avait toujours à Paris l'idée de vouloir continuer à dominer. Assimi a exactement dit que fausse. La France, en février, connaîtra les problèmes d'électricité, ne pourra pas fournir les Français en électricité parce que Orano a été chassé. Oui, non, mais on sait bien que ce n'est pas vrai, évidemment. D'abord, le Niger représentait 4,5% du marché de l'uranium dans le monde. L'essentiel des importations d'uranium viennent du Kazakhstan, du Canada et d'autres pays que le Niger. Et le Niger a représenté jusqu'à 30% à un moment des importations françaises d'uranium, mais c'est tout à fait substituable par d'autres fournisseurs. Donc c'est pas vrai, évidemment. Ouais. Alors, Hervé, les réserves d'Orano en matière d'uranium peuvent encore alimenter la France pendant 10 ou 15 ans. Donc alors, je pense qu'il va se passer quelque chose. Hervé, vous avez fait, Hervé Maïka, vous avez fait une vidéo où vous aviez expliqué, vous n'avez pas compris comment les Africains n'ont pas porté plainte contre le pillage de la France à l'Afrique, alors que on voit que le juge français s'est autosaisi pour interpeller Sarkozy dans le problème supposé de corruption avec la Libye. Oui, c'est vrai que j'interviens également sur les réseaux sociaux, sur ma page YouTube ainsi que ma page TikTok, et j'écoute ce que les Africains disent et j'essaie de reposer des questions parce qu'on nous dit que l'Afrique est pillée tous les jours, mais tout ça, ça reste on se le raconte dans la rue. Alors si on avait la moindre preuve, une trace, c'est très bien, ça serait quelque chose de bien. On peut tout à fait porter plainte contre la France. Personne n'est protégé. On le voit aujourd'hui, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est poursuivi pour des pots de vin qu'il aurait touchés en Libye par Kadhafi, quelqu'un qui est mort depuis 2011. Les enquêtes ont commencé en 2014. On le poursuit quand même en France. Donc, je demande aux Africains d'aller au bout de la démarche. J'imagine que cette vidéo vous a plu, mais enfin, c'est des réflexions que je fais. C'est comme M. Sonko qui dit que si les pays africains n'étaient pas intervenus pour aider la France pour la Deuxième Guerre mondiale, la France parlerait aujourd'hui allemand. Qu'on se rappelle quand même que si l'Allemagne avait gagné, elle aurait également pris les colonies françaises et donc M. Sonko parlerait aussi allemand. Et il y a eu un débarquement américain aussi, quand même. Oui, et la France a aidé les États-Unis à... Enfin, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les armées africaines, c'était 5%. La première, un peu plus, c'était 1/6. Donc, il y a une confusion entre la contribution africaine, qui n'est pas à négliger, et les Africains ne sont surtout pas contents que la France ne reconnaît pas à sa juste valeur la participation africaine. On la reconnaît, non, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Ça a été reconnu de nombreuses fois. Au contraire, je crois que la gratitude
officielle française a été exprimée plusieurs fois, publiquement, solennellement, à l'égard des tirailleurs sénégalais. Donc c'est un faux procès de dire qu'on ne reconnaîtrait pas le rôle important qu'ils ont eu pour aider la France. Ils ont eu un rôle important, ça a été reconnu, ça a été archi reconnu. Ouais. Alors, on voit que... Mais sur le pillage, je voudrais revenir là-dessus. Il existe des cas de pillage. Alors, d'abord, les règles des pays de l'OCDE, c'est-à-dire les pays industrialisés, interdisent toute forme de corruption. Et à chaque fois qu'il y a des affaires de corruption, ça existe quand même, il y a des procès en général, les actionnaires sont contre, les dirigeants sont emprisonnés, etc. Donc, c'est très difficile pour les sociétés capitalistes occidentales de s'ingérer dans la corruption, le pillage. Tel qu'on a vu Léni il y a eu le cas au de Nigeria. Il y a eu le cas de Elf. Ça, c'est pour le Congo. Mais les gens ont fini en prison, il y a eu des procès. Oui. Voilà. Et donc, c'est très rare. En revanche, la Chine n'a pas les mêmes règles, elle n'a pas du tout les mêmes législations. Et il est connu qu'elle pille en RDC, au Congo RDC. Il est connu aussi que les navires chinois, russes pillent les ressources halieutiques. Il est connu aussi que le Rwanda et l'Ouganda pillent les richesses de RDC. Ça a été, là, il y a un groupe d'experts qui a fait des travaux là-dessus, qui a démontré qu'avec les groupes armés qui existent dans l'est de la RDC, le long du Rwanda et de l'Ouganda, il y a un pillage organisé par le Rwanda et par l'Ouganda en complicité avec les Émirats arabes unis et d'autres pays de cette région. Et ce n'est pas tellement des sociétés occidentales qui sont impliquées à chaque fois. En tout cas, s'il y a la moindre trace, il y a des avocats qui sont prêts à les aider à poursuivre ces sociétés occidentales qui pillent, mais on ne le veut pas parce qu'en fait, on rentre dans une espèce de complotisme où l'intérêt, c'est de dire, mais de ne jamais aller au bout, peut-être parce qu'on verrait qu'il n'y a rien dans le fond. Ouais. En tout cas, les avocats sont Hervé Maïka, sur ce type de dossier. Hervé Maïka, un prochain livre qui pourrait s'intituler Économie, sécurité en Afrique et humiliation. Oui, pourquoi pas, mais je crois que les Africains devraient sortir de cette frustration permanente qu'ils souffrent et que non, ils devraient plutôt s'intéresser à regarder l'avenir. Là, il y a tout un tintamarre sur ce que Macron a dit. Tout le monde est suspendu aux lèvres de Macron, alors que la vraie question, c'est quelle est la planification de vos relations à vous avec le reste du monde, avec l'Union européenne, avec le Mercosur, avec l'Amérique du Nord. Le débat africain devrait se concentrer là, de ce que nous voulons faire, de la vision que nous avons, plutôt que d'être à réagir sur la vision des autres. La France a le droit d'avoir sa vision sur qui il veut. On n'est pas obligé de suivre ce qu'eux ils pensent, mais il est important que chaque pays africain, mais pas que pays, chaque zone comme la CEDEAO ou l'Union africaine elle-même développe sa propre vision et que dans l'opinion publique, cela soit également partagé, que l'on sache où est-ce que nous allons. J'ai entamé des discussions il n'y a pas longtemps avec mon groupe qu'on appelle l'Université populaire sur les Émirats arabes unis dont on vient de parler et leur volonté de créer une zone d'influence qui va pratiquement de la mer Rouge jusqu'à l'Atlantique, de la Somalie. Donc, il y aura les pays du Sahel qui pourra les pays du Sahel, oui, tous les contacts ont été pris. En fin décembre, à Abu Dhabi, se sont rencontrés le président mauritanien qui jusque-là était neutre sur la question Sahara occidentale, mais qui a été convaincu de suivre le Maroc, de soutenir le Maroc dans sa souveraineté dans le Sahara occidental, ce qui frustre de plus en plus l'Algérie. Le maréchal Haftar a envoyé son fils rencontrer les 3 dirigeants du Sahel au nom des Émirats arabes unis. Ça s'est passé il y a 2 mois. La Somalie mange dans la main des Émirats arabes unis, ainsi que le Soudan, le Tchad qui vient de rompre ses relations diplomatiques avec la France parce que la France ne voulait pas que le Tchad reçoive les armes des Émirats arabes unis. Les relations militaires les relations militaires, parce que le Tchad reçoit des armes des Émirats arabes unis pour fournir le général Hemeti qui est en guerre avec l'homme de Khartoum, le général Al-Fatah. Donc c'est à cause des Émirats arabes unis que le Tchad se retire de son alliance militaire avec la France. La France. Il y a toute une série de pays qui sont impliqués, jusqu'au Sénégal, où les Émirats arabes unis ont d'énormes investissements, ont soutenu financièrement Sonko. Le président Joe Maïfaï a fait une visite officielle là-bas, il a été reçu en grande pompe. Donc l'Afrique a d'autres partenaires, effectivement, comme je disais tout à l'heure, la France n'est pas partenaire unique, ce n'est pas vrai, ça représente très peu. L'Afrique a d'autres partenaires, il y a d'autres pays qui s'intéressent à l'Afrique et nous aussi nous devons nous intéresser. On doit avoir une politique extérieure vis-à-vis des pays arabes, vis-à-vis de ceci. Voilà, moi je préférerais qu'on se concentre sur ces questions-là. Merci beaucoup, on se retrouve dans quelques instants pour la 3e et dernière partie de notre émission. N'oubliez pas d'aller vous promener un peu sur notre compte YouTube Global Africa Télé Sud. Merci. Bienvenue dans l'univers de Noah Cosmetics.
Nous vous proposons une gamme de produits à base d'ingrédients naturels, des produits mixtes adaptés pour la peau, les cheveux et le visage, et également pour toute la famille. Nous avons également une chaîne YouTube où nous recevons des professionnels et des passionnés du domaine du bien-être et de la bienveillance avec qui nous partageons leurs précieuses connaissances. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux. Chers téléspectateurs, nous revoici de retour avec 2 livres, mais qui auraient pu en être un, écrit de 4 mains, tant les plumes ont semblé être des plumes siamoises, par le contenu presque pareil du livre de Nicolas Lenormand, le grand livre de l'Afrique, et celui de Hervé Maïka, l'Afrique, une promesse. Et également en sous-titre, comment l'Afrique s'éveillera. Voilà, si vous voulez les trouver, vous savez où aller pour les trouver. Et surtout, les contenus sont très édifiants par rapport aux relations entre l'Afrique et la France. Justement, nous allons en parler, rentrer un peu dans les perspectives. Est-ce que dorénavant, Nicolas Normand, l'Afrique et la France, surtout l'Afrique francophone et la France, devraient cheminer séparément ? Écoutez, je crois qu'il faut prendre conscience du malentendu qui a existé sur le thème de la France-Afrique. Le fait qu'on n'ait pas du tout cherché à modifier les positions françaises vis-à-vis de l'Afrique, il se trouve que 3 présidents de la République française de suite, Sarkozy, François Hollande et Macron, ont tous les 3 condamné la France-Afrique, mais ils n'ont pas compris ce que signifiait le concept de France-Afrique. Pour eux, c'était des réseaux occultes, de financement ou de renseignement ou d'influence, alors que pour les Africains, c'était cette espèce de tutelle néocolonialiste, impérialiste, pesante, qui se traduisait par le franc CFA, par les bases militaires, par les injonctions dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il fallait modifier tout ça. Or, on ne l'a pas fait. Sur le franc CFA, il fallait dire, écoutez, effectivement, c'est un peu anachronique que ce soit un pays étranger qui assure la convertibilité de votre monnaie. Les pays sont souverains, donc ils devraient gérer tout seuls leur monnaie. Il n'y a pas besoin de coopération avec... Mais est-ce que cette convertibilité rend malade le franc CFA ? Le franc CFA, techniquement, je pense que ça fonctionnait bien. Ça fonctionne mieux que certaines monnaies africaines. Quand on voit le cas du Zimbabwe, où la monnaie s'est totalement effondrée. Ou Dangote qui se réveille... Même au Nigeria ou au Ghana. Qui dort milliardaire et qui se réveille avec un peu moins de milliards. Voilà, donc au moins le franc CFA, techniquement, ça fonctionne. Et par exemple, la Côte d'Ivoire, le Gabon, qui ont quand même... Et la Guinée équatoriale sont les pays qui ont le plus haut PIB, revenu par habitant en Afrique. Ils sont dans le franc CFA. En même temps, les pays les plus pauvres sont aussi dans le franc CFA avec le Sahel central. Donc le franc CFA, c'est pas ça qui crée ou qui détruit la richesse. C'est un instrument dans une économie et c'est pas lui qui détermine tout. Mais il vaut mieux avoir une monnaie solide. Une monnaie peut être un facteur de nuisance, mais ça peut pas être un facteur de prospérité. Voilà, il faut comprendre ça. C'est un problème technique. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour la prospérité ? Il faut quand même, Hervé Maïka, la prospérité avant tout et après tout et avant tout et après tout et après tout quand même. C'est sûr, je suis entièrement d'accord avec ce que M. Nicolas Normand a dit, mais vous savez... mais ça je le comprends, parce que vous êtes appelé vendu de la France. Je ne sais pas si c'est finalement le Normand qui vous paye ou si... On ne se connaissait pas. On ne se connaissait presque pas. Si vous êtes rencontrés au Congo, je crois qu'il s'est passé des choses. Hervé doit émarger quelque part où... Non, mais moi j'émarge à personne. J'ai critiqué Macron fermement après ses interventions, donc ça m'étonnerait que Macron me finance. Alors, ce que j'ajouterais à ce qu'a dit Nicolas Normand, c'est que les meilleurs programmes ne peuvent pas fonctionner si ceux sur qui on veut les appliquer ne les comprennent pas. Donc le franc CFA peut être très bien, fonctionner correctement, mais malheureusement la communication ne passe pas et ne passe plus. C'est qu'à un moment donné, il faut laisser les gens face à leurs responsabilités. Les Africains ont le droit de se tromper. Ils ont le droit de prendre un mauvais chemin. Ils ont le droit de le regretter plus tard. Ils ont le droit de continuer dans le chemin dans lequel ils ont pris. Donc moi je crois que ce qui a été lancé
là, depuis quelques semaines, depuis quelques mois déjà, doit aller jusqu'à son terme et mettre les Africains face à leurs responsabilités. Les bases militaires enfermées, c'est très bien. Il faudrait peut-être aller à l'étape d'après, même si je pense que techniquement, le franc CFA marche très bien. Techniquement, il est mieux que les autres monnaies, comme on vient de le dire. Mais si l'opinion publique et surtout les chefs d'État jouent un double jeu, ne veulent pas dire à leurs concitoyens, vous voyez les pays du Sahel, ils ne veulent pas se retirer du franc CFA. Là, il n'y aura personne qui va dire que non, nous l'avons fait au nom de la souveraineté. Il n'y a personne qui veut le dire. Mais en même temps, ils ne font pas d'efforts pour le faire comprendre à leur population. Ce double langage va nuire à la compréhension entre la France et les autres. Alors je crois qu'il est temps quand même de laisser les gens face à leurs responsabilités. Ils ont le droit de se tromper, ils ont le droit d'être plus pauvres s'ils veulent. Oui, moi je pense que la politique française, où les présidents, comme je le disais, ont critiqué la France-Afrique, mais ils n'ont pas pris la mesure du phénomène et ils n'ont pas pris les réformes nécessaires. Les réformes nécessaires, c'était pas d'attendre les réactions des Africains qui chassent les bases militaires, qui se retirent des accords avec la France. La réaction est d'anticiper. Il aurait fallu anticiper. En fait, au Quai d'Orsay et dans les responsables politiques français, chez les responsables politiques français, on s'est préoccupé essentiellement de l'Afrique anglophone, en disant l'Afrique francophone, c'est la France-Afrique, donc il ne faut pas s'en occuper. Et au lieu de réformer, ils ont laissé pourrir un peu la situation, c'est-à-dire avec des mesures qui étaient de moins en moins bien acceptées par la jeunesse africaine, de moins en moins bien comprises, des mesures un peu tutélaires. Il fallait supprimer tout ce qui apparaissait tutélaire. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut alors? Il faudrait supprimer le franc CFA, fermer les bases militaires. Qu'est-ce que vous direz donc à ces jeunes qui disent que la France, malgré qu'elle est chassée un peu partout, elle veut toujours s'accrocher? Qu'est-ce qu'elle gagne? Non, mais en fait, c'est une idée fausse. La France ne cherche pas à s'accrocher spécialement en Afrique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un partenaire commercial assez marginal, puisque c'est moins de 1% pour l'Afrique francophone. Il n'y a pas de volonté de s'accrocher. Il y avait simplement un manque d'anticipation, et c'était une sorte de conservatisme, d'inertie qui explique le fait qu'il n'y ait pas eu de réforme. Ce n'est pas une volonté de s'accrocher, c'est une incompréhension et une inertie et un manque d'écoute de la population africaine. Voilà, c'est ça en fait. Mais est-ce que ce type de relation ne nuit pas, en termes d'image, de rayonnement, à la France, justement? Lorsque la France décide, Emmanuel Macron a décidé le 27 février 2023 de fermer les bases militaires là où elles étaient en Afrique, mais il ajoute ensuite, nous allons garder juste un petit peu d'éléments qui va permettre de passer faire des formations, etc. C'est la deuxième partie là qui pose problème, parce que pour les gens, ils vont se dire, ils font semblant de fermer, ils vont rester en réalité, ils vont dire qu'ils s'en sont... Donc il faut arriver au bout des choses, il ne faudrait pas les faire à moitié, il faudrait que Emmanuel Macron comprenne un peu mieux l'opinion de ce qu'il a en face. Exactement. C'est pas des questions techniques. Partent, quitte à ce qu'officiellement et publiquement, avec une sono mondiale, qu'on la rappelle, c'est ça? Il ne faut pas faire des demi-mesures mal interprétées. Ouais. Exactement, exactement. C'est pas une question technique. Une base militaire, ça peut servir aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, avec la prolifération des djihadistes. On ne sait pas à quel moment ils vont arriver au Sénégal, au truc. Techniquement, non, mais là, le Sénégal a dit que plus jamais aucune armée étrangère sur son sol. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est... Il faut aller en même temps dans le sens de cette communication. Comme j'ai dit tout à l'heure, les meilleurs plans ne peuvent pas marcher si ceux sur qui on les adresse ne les comprennent pas. Voilà, donc il faut aller au bout plutôt que de faire de demi-mesures. Et puis c'est le petit bout que l'on va laisser là qui sera la base de la polémique. Alors, nous sommes dans les perspectives. Vous avez longuement parlé, vous deux, de l'implication de l'avancée du Moyen-Orient en Afrique ainsi que dans les pays du Sahel. Que restera-t-il finalement à la France et à l'Occident en Afrique? Mais la France ne se pose pas cette question en réalité. C'est une question que les Africains se posent peut-être, mais la France ne se demande pas si elle doit rester, si elle perd un pays ou si elle le gagne. Tout ceci n'a pas beaucoup de sens. La France souhaite avoir des relations normales avec tous les pays. Il faut qu'elle normalise ses relations avec les pays africains, c'est-à-dire il n'y a pas de raison qu'il y ait des contentieux particuliers. Alors c'est difficile avec l'Algérie, c'est difficile aujourd'hui avec le Niger, avec le Mali et avec le Burkina Faso, mais je pense que dans le temps, les choses vont se normaliser. C'est-à-dire que le Mali a intérêt, de façon concrète, à diversifier ses partenariats. Il ne peut pas rester exclusivement avec la Russie ou la Chine, parce que la Russie n'apporte pas d'aide, n'apporte pas d'investissement. Oui, pour preuve, avec la question énergétique, qui jusqu'à présent n'est pas d'électricité, qui n'est pas réglée au Mali.
Oui, effectivement, l'énergie du Mali, il y a des gros problèmes de production d'électricité. Je crois que ces pays ont intérêt à se réconcilier avec l'ensemble de la communauté internationale et notamment avec les principaux bailleurs de fonds ou les principaux pays développés que sont les États-Unis, le Canada et les pays de l'Union européenne. Et du coup, donc, on ne parle plus d'élections, il reste à vitam aeternam. Ça, c'est un problème interne au pays, c'est à eux de voir. C'est un problème interne au pays. C'est un problème interne, il ne faut pas s'en mêler. D'accord. Maintenant, avec la production du lithium qui va être exploitée sans la présence française, est-ce que vous pensez que le Niger, qui a choisi son nouveau partenaire pour son uranium, et que le Burkina va certainement aller à la culture du cacao avec déjà de l'or, vous ne pensez pas que ces pays pourront développer un autre type d'économie qui pourra attirer d'autres pays? Parce qu'on voit que dans l'antichambre de l'AES, il y a par exemple le Togo, il y a le Sénégal. Est-ce qu'il n'y a pas d'attrait finalement? Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la France n'était pas déjà exclusive dans ces pays-là et même ses parts de marché étaient très faibles déjà à la base. Donc ça ne va pas changer grand-chose. On est parti sur le principe que la France est le partenaire unique, le partenaire spécial, mais ça relève du fantasme. Donc tous les pays africains n'ont pas un seul partenaire, comme le pensent la plupart des gens. Les partenaires sont déjà diversifiés. Mais qu'est-ce qui doit développer l'économie de l'Afrique? L'agriculture ou la transformation de nos matières premières? Bon, dans le cursus des pays qui se développent, l'agriculture a toujours été la base. Les matières premières sont encore un énorme fantasme africain parce que pour les développer, c'est toute une chaîne de compétences qu'il faut, toute une chaîne de structures qu'on n'a pas. Simplement l'électricité, parce que pour les développer, il faut de l'électricité. Pour les développer, il faut pouvoir consommer ce que l'on développe. Pour développer, si on veut consommer notre propre fer, il faut qu'on commence à fabriquer des voitures, à le transformer en acier, à construire des immeubles en acier que nous allons consommer. C'est extrêmement difficile de partir sur la base qu'en partant des matières premières, nous pouvons le faire. L'agriculture, c'est beaucoup plus simple. D'autant que l'agriculture emploie énormément de gens. C'est la base et ça permet de réduire déjà le coût de la vie au quotidien des gens. Et une fois que le coût de la vie est réduit, ça permet aux salaires, aux petits salaires, de pouvoir dégager une grande marge pour envoyer des enfants à l'école, pour se soigner, etc. Dans mon livre, je développe toute une explication sur l'importance de l'agriculture sur tous les plans. Ça, c'est vraiment très important et c'est à la portée de tous les pays africains. Mais les matières premières, je pense que c'est encore un fantasme africain. Il faut rappeler que les matières premières, c'est quand même la partie de l'économie la moins importante. Pour un téléphone, un iPhone qui coûte 1000 euros, le coût des matières premières à l'intérieur, c'est 1,03 €. Pour un Airbus qui coûte 80 millions d'euros, le coût des matières premières à l'intérieur, c'est 10 000 euros. Donc les matières premières, c'est la part congrue, c'est la part la moins chère. On peut faire le même truc pour le café. Pour un kilo de café qui coûte tant, combien il coûte chez l'agriculteur, il faut multiplier parfois par 800 pour avoir le prix. Donc les matières premières, c'est devenu un nouveau fantasme africain dans lequel il faut sortir, il faut revenir sur les fondamentaux. Tous les pays qui se sont développés ont suivi ce parcours en partant de l'agriculture. Et je pars de l'Angleterre du XVIIIe siècle jusqu'au dernier pays développé d'Asie qu'on appelle les dragons. C'est d'abord une bonne agriculture. L'agriculture permet une transformation industrielle, ça permet la réduction des prix, etc. Et on se met à avancer. Pas la peine de sauter les étapes. Nicolas Normand, dans votre dernier écrit dans Sénat Libre, je crois, dans votre dernière tribune, vous avez parlé de la Libye qui a montré de l'esclavage, du néo-esclavagisme en Libye, qui a montré la limite des États de l'Afrique, des pays en proie au terrorisme. Qu'est-ce que vous proposerez à la place? Alors, il y a un des problèmes qui limite le développement, c'est la question des institutions, notamment des institutions de l'État. Pour qu'un pays se développe, il faut que l'État soit fonctionnel. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une armée qui fonctionne bien, une police qui assure ses fonctions, une justice qui fonctionne. Pas corrompue. Sinon, et pas corrompue, mais aussi présente sur l'ensemble du territoire, efficace, rapide, juste, etc. Et si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas d'état de droit. Vous avez des territoires hors contrôle, donc ça ne va pas attirer les investisseurs, que ce soit des investisseurs africains ou autres. Donc il est très important que les institutions fonctionnent. Il faut aussi que les services publics fonctionnent, et le principal service public, ça reste l'éducation. Il y a un problème important qui freine le développement économique, c'est le niveau moyen ou général d'éducation de la population. Et là, dans beaucoup de pays africains, pas tous, le Kenya a réglé ce problème pratiquement, l'Éthiopie
l'Éthiopie en bonne partie, mais en Afrique francophone spécialement, et spécialement dans le Sahel central, il y a un gros retard, un gros handicap, parce que la majorité de la population est carrément analphabète, et qu'en plus, comme ce territoire, une bonne partie du territoire n'est pas contrôlée, il n'y a plus d'écoles pratiquement, il n'y a plus que des écoles coraniques, mais il n'y a plus d'écoles qui apprennent les bases éducatives qui sont nécessaires au développement économique. Donc la première chose à faire, en dehors du développement de l'agriculture, le développement de l'agriculture, il doit être impulsé par l'État également. Il faut développer les techniques modernes de l'agriculture, les semences, les engrais, les matériaux de stockage, les conseils techniques aux agriculteurs. Tout ceci suppose un service public de l'agriculture, comme un service public de la santé, qui est également très important. Donc il faut faire fonctionner l'État. Et pour ça, il faut que l'État perçoive des impôts. C'est un des problèmes en Afrique. Les services fiscaux ne fonctionnent pas bien. Les taux de prélèvements fiscaux sont très bas. Le record du monde en niveau bas, c'est le Nigeria. 6% de la richesse nationale seulement passe par l'État. D'accord. Alors, il faut résoudre le problème de l'économie informelle. Il faut que les gens puissent payer des impôts. On va donner la possibilité à Hervé de pouvoir parler. Il nous reste juste moins de 2 minutes pour conclure cette émission. Oui, donc, tout à fait. C'est ce que disait M. Normand. Certainement exploiter Maïka pour dire tout le mal qu'il souhaite à l'Afrique. Oui, mais c'est tout à fait cela. C'est tout à fait cela. Il faut une machine étatique qui fonctionne. C'est d'ailleurs le thème des derniers travaux du dernier prix Nobel d'économie. C'est qu'en fait, pourquoi les États n'y arrivent pas? C'est parce qu'ils ont eu un appareil qui doit permettre de fonctionner, qui justement ne fonctionne pas sur tous les plans qui ont été dits. Le plan éducatif, le plan fonctionnel, le plan de la justice. Aucun investisseur ne viendra s'il n'est pas sûr qu'en cas de litige, que ces problèmes seront traités correctement, qu'il ne peut pas trouver de la sécurité de la police à côté. Donc le développement, ce n'est pas une seule chose à faire, ce n'est pas de prendre une décision au palais et puis ça va, c'est toute cette chaîne de cohérence qu'il faut mettre en place. Et si on devenait sérieux, si on se donnait un peu de temps, parce que tout ça ne se fait pas en un seul mandat également, il faut se donner 15 ans, 20 ans à suivre une ligne et à essayer de la respecter, on y arrivera tous. Merci, chers téléspectateurs. Nous avions sur le plateau 2 auteurs qui ont écrit chacun avec ses 2 mains. Ils auraient pu faire un livre à 4 mains. Ils n'ont pas fait. Ils n'avaient pas de connexion en dehors des périodes où ils se sont rencontrés quand Normand était ambassadeur au Congo et que Maïka était en train de venir ici pour des études en tant qu'énarque. En tant qu'énarque. Donc voilà. Nous avons donc parlé de long en large des enjeux politiques, géopolitiques, géoéconomiques entre la France et l'Afrique. J'espère que chacun de vous a trouvé de quoi alimenter son cerveau et ses connaissances pour pouvoir plus clairement voir autrement et peut-être mieux les choses. C'était donc Hervé Maïka et Nicolas Normand sur le plateau de Tumulte sur Global Africa Télé Sud. Merci à vous et à bientôt.